Merci beaucoup de cette invitation, d'abord parce que je pense que c'est bien de se poser des questions et d'essayer de répondre à des interrogations au carrefour de l'économie et de l'éthique, tant la vision de l'économie s'est imposée comme une affaire essentiellement comptable et on pourrait même dire non seulement sans éthique, mais sans stratégie aussi beaucoup. L'idée principale d'un certain nombre de nos responsables publics dans une économie de la santé qui est très largement socialisée et de faire au fond des économies, de tenir l'équilibre des comptes, je dirais un peu entre guillemets à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition, et sans doute pas en tenant compte d'un certain nombre de préoccupations qu'on peut se poser dans le domaine du soin et dans sa dimension éthique. Pour ces quelques mots d'ouverture, j'ai prévu de traiter essentiellement une petite demi-douzaine de points. Le premier, c'est pour prendre la suite de la référence qui est faite à un texte de Foucault paru dans une revue en 1983 autour de cette idée d'une demande infinie face à une ressource finie et de savoir comment on peut répondre à cette tension. Foucault estime quant à lui que cette tension ne peut être résolue que si de l'autre côté il y a une discussion sur la responsabilité du citoyen à l'égard des conditions de la satisfaction de ses besoins de santé. Et de ce premier point, je voudrais quand même faire une remarque. C'est tout l'inverse que nous avons fait en France depuis, puisqu'il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas mise en jeu de la responsabilité, et de mon point de vue, par une sorte de démission publique. Même si la période de croissance de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80 a permis de satisfaire des besoins de santé de plus en plus croissants, on est quand même parti d'un modèle d'assurance maladie qui remboursait seulement les indemnités journalières, enfin qui compensait la perte de travail, à une assurance maladie qui prend en charge l'hôpital, qui prend en charge les soins, qui prend en charge aujourd'hui beaucoup de choses. Donc on ne peut pas nier que ce phénomène a été conquis essentiellement par de la croissance économique, mais à l'occasion du retournement de conjoncture des années postérieures aux années 80, il n'y a pas eu de mise à plat de ces schémas-là. Et au contraire, on a inventé un mécanisme qui est un mécanisme d'oubli, qui est un mécanisme d'irresponsabilité, qui est la caisse d'amortissement de la dette sociale. On a mis régulièrement, à différentes époques, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards sous le tapis de la caisse d'amortissement de la dette sociale sans se poser au fond des questions. Et on a continué à avoir un taux d'évolution de la dépense de santé conforme à notre demande infinie sans se poser la question des ressources finies Alors, en soi, ce n'est pas le mécanisme de la caisse d'amortissement de la dette sociale qui est ennuyeux, c'est l'usage qu'on en a fait, c'est l'usage répété, qu'il y ait un débat dans une société et qu'on se dise, bon, il faut pour une fois traiter le sujet et se dire comment on va le faire. La difficulté, c'est qu'on l'a fait de manière répétée et qu'aujourd'hui, on a installé... Et pour ceux qui sont salariés, le voient sur leur bulletin de paye, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, mais on a renvoyé aux générations futures les consommations de santé d'hier et d'aujourd'hui. Donc l'exercice d'une responsabilité collective aurait, me semble-t-il, amené à ce qu'on discute de cette solution-là autrement que dans un débat parlementaire, parce que c'est un vrai débat de société, et il n'y a eu aucun débat sur le caractère conjoncturel du recours à la CADES, et pas de débat non plus sur le caractère devenu structurel du recours à cette même caisse d'amortissement de la dette sociale. Mais au fond, ce renoncement à la responsabilité a un caractère assez permanent, puisque dès la création de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, on voit bien que cet objectif est fixé au-dessus du taux de croissance et qu'il est très supérieur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine de la sanitaire, il y a des critiques assez violentes sur la contrainte budgétaire, mais elle l'est encore
sous un index de croissance. Le taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie est fixé à la hausse, et même avec les 10 milliards d'euros d'économies qui sont prévus sur la sécurité sociale, le taux d'évolution de l'Ondam est encore un taux qui est supérieur, ou qui sera vraisemblablement supérieur au taux de croissance. Donc on continue au fond à fonctionner dans un système où on pense que la ressource est d'un certain point de vue infinie. Donc il y a, me semble-t-il, un terrain de fond favorable à accréditer cette idée d'une ressource infinie, alors que probablement dans notre fort intérieur, les uns et les autres, nous savons que ça n'est pas le cas. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que néanmoins des ajustements sont parus très très vite indispensables dans le système de santé, à la fois vers les utilisateurs comme vers les producteurs de soins, et principalement dans une approche économique de restriction de l'offre, en se disant c'est en restreignant l'offre qu'on aura les effets induits sur la dépense. Alors elles ont d'ailleurs dès le départ visé les consommateurs de soins avec les tickets modérateurs. Il restait toujours à la charge du patient entre 20 et 30% de tickets modérateurs. Et puis on a vu apparaître des forfaits, des franchises, et puis un certain nombre de déremboursements d'un certain nombre de médicaments qui sont venus finalement grossir ce qu'on appelle le reste à charge des patients, en espérant probablement des effets induits sur la demande, en se disant puisqu'il y a une part qui reste à la charge du patient, il y aura moins de recours au système de soins et donc la dépense sera plus équilibrée, ce qu'on n'a évidemment pas vu, alors sans doute et pour partie parce que les mécanismes d'assurance complémentaire sont venus solvabiliser pour le plus grand nombre l'essentiel de la dépense. Mais de l'autre côté, la puissance publique a refusé aussi d'ajuster les tarifs de remboursement. Il y a quelque chose de déraisonnable à ne pas reconnaître le vrai prix des choses. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'actes ou de produits de santé ou de biens de santé, le prix n'est pas le prix réel, tout le monde le sait bien. Il y a des actes qui sont sous-payés par rapport au temps qu'ils nécessitent, au temps d'entretien avec un médecin ou au temps qu'on peut consacrer à un examen. Il y en a d'autres qui sont évidemment surpayés. Continuer à payer les radiographies comme à l'époque où il y avait des selles d'argent dans les clichés alors qu'on est arrivé à l'ère numérique, ça n'a évidemment plus de sens. Donc les ajustements à la hausse et à la baisse des produits de santé ne sont pas intervenus. Il y a une espèce aussi d'absence de vérité tarifaire. Finalement, les seuls mécanismes qui ont un peu marché, c'est les à-coups qu'il y a eu sur le numerus clausus avec la limitation du nombre de professionnels et du nombre de médecins qui sortent des universités. Donc on aura opposé des limites à la dépense, mais une fois encore, dans une sorte de non-dit. Il y a un non-dit général, un non-dit global sur le montant de la dépense de santé. Il y a une espèce de non-dit aussi sur les outils qu'on utilise. Et on trouve encore, c'est mon troisième point, de nombreuses marques de ce non-dit, comme la question du juste soin, qui est une question qui n'est absolument pas ouverte en France. On ne trouve pas d'études comparables à ce qui a pu se faire à l'étranger sur l'analyse des soins inutiles. Alors on en a un petit peu en France, mais depuis quelques années récentes, à la fois par des études déclaratives et des études plus exploratoires, et quand même de manière extrêmement convergente, les professionnels de santé, que ce soit en médecine de ville ou à l'hôpital, reconnaissent qu'il y a 30% de soins inutiles. C'est évidemment une proportion considérable. On peut penser qu'une partie de ces soins inutiles est dictée par des mécanismes de précaution des professions médicales qui se disent pour parer à un risque judiciaire, je préfère diligenter tel examen, mais à hauteur de 30%, on imagine évidemment que ce n'est pas le cas à chaque fois. Même s'il restait 20% de soins inutiles, on est quand même sur une ressource qui serait à peu près autour de 40 milliards d'euros, ce qui permet d'envisager de satisfaire nos fameux besoins que l'on qualifie parfois d'infini, puisqu'il trouverait là évidemment une satisfaction. Nos ressources sont finies, mais on a un peu envie de dire, dans ce troisième terme de ce que je vous expose, qu'elles sont faussement finies. Parce que dans l'infini de la dépense de santé, il y en a 30% qui sont des soins inutiles et qu'on pourrait diligenter sur des soins parfaitement utiles et pertinents. Le quatrième point que je voulais évoquer avec vous, c'est que on n'a pas, donc, comme je l'ai dit, de régulation globale, on n'a pas de régulation extraordinairement efficace sur les producteurs et sur les consommateurs de soins. On a un discours qui est extrêmement absent. Et puis, de l'autre côté, c'est mon quatrième point, les optimums de prise en charge ne sont pas publicisés, sans même parler de leur caractère contraignant.
Les efforts que l'on a pu faire dans ce domaine-là, les efforts les plus vertueux, nous filent un peu entre les doigts. Je voudrais prendre 3 exemples. Le premier, avec la création de la Haute Autorité de Santé, qui a été la façon française d'élaborer un rapport du système de soins à la qualité, c'est-à-dire à un optimum de prise en charge, comme d'autres pays l'ont fait avant elle, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et alors même que ces hautes autorités élaborent des parcours de soins par pathologie, ça ne diffuse pas dans l'espace public. On peut aller faire une consultation pour un diabète chez un médecin, on ne ressortira pas avec un document de la Haute Autorité de Santé vous indiquant quel est l'optimum de votre parcours. Et puis un certain nombre de normes de prise en charge qui sont élaborées par la Haute Autorité de Santé sur le seul critère de la qualité n'ont pas de caractère contraignant. C'est assez étonnant de voir au fond dans notre appareil administratif une autorité indépendante qui au fond n'a pas de pouvoir de régulation. Elle a un pouvoir, elle a un magistère de la parole pour dire quelle est la qualité, mais elle ne dispose pas, à l'instar des autres autorités indépendantes comme la CNIL dans son domaine ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son domaine, de pouvoir de sanction ou en tout cas de pouvoir contraignant à l'égard des normes qu'elle indique, ce qui me semble poser une première difficulté, mais qui n'a pas l'air d'alerter beaucoup nos pouvoirs publics français. Le deuxième point, c'est, pour prendre un autre exemple, sur les recommandations d'optimum dans la prise en charge. À l'époque où je siégeais au Conseil national du sida, je me souviens qu'en 2004, il y a donc 10 ans, nous avions élaboré une recommandation. Je ne rappelle pas la composition extrêmement complexe du Conseil national du sida, mais évidemment, à ce stade de complexité, la recommandation est tout à fait partagée par l'ensemble des membres. Et cette recommandation tendait à dire qu'il fallait systématiquement proposer à chaque personne qui venait en consultation un dépistage. Évidemment, ça n'a absolument pas été fait. Cette recommandation d'un organe le plus important en France à l'égard de la stratégie de lutte contre le sida n'a absolument pas été mise en œuvre par les professionnels de santé. Et la France se retrouve aujourd'hui avec toujours le même nombre de cas de séropositivité découverts par an, c'est-à-dire 5 à 6 000 cas par an, sans qu'une recommandation de bonne pratique ait pu induire une quelconque résolution de l'épidémie. Troisième exemple que je voulais prendre, c'est la création par la loi du mécanisme du médecin traitant, qui aurait pu être une manière de faire en sorte que le débat de l'individu sur l'optimum de sa prise en charge et sur les conditions dans lesquelles cette prise en charge est réalisée puisse se résoudre. Mais le mécanisme du médecin traitant est un pur péage. C'est-à-dire c'est au fond un mécanisme qui vous garantit, si vous passez chez le médecin traitant, que chez le médecin spécialiste, vous serez remboursé à taux plein, alors que si vous ne passez pas d'abord chez le médecin traitant, vous aurez une pénalité de remboursement. Ce n'est pas ce qu'on appelle un parcours de soins. Dans le monde autoroutier, on appelle ça un péage. Mais ça n'apporte rien dans la qualité de la prise en charge, ni dans l'arbitrage sur le bien fondé de tel ou tel soin. La cinquième groupe de remarques que je voulais faire, c'était autour des citoyens qui sont empêchés d'entrer en responsabilisation. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un contexte d'absence d'éducation à la santé. La deuxième, c'est qu'il y a une asymétrie d'information entre les acteurs. Sur le premier point, on est vraiment dans une grande difficulté en l'absence de politique publique d'éducation à la santé. À la différence de pays comme la Norvège, par exemple, où dès la maternelle, on se préoccupe de mettre en place des actions d'éducation à la santé et où on garantit même que l'ensemble des soins bucco-dentaires sont diligentés auprès des enfants d'âge de 0 jusqu'à 18 ans, à charge pour eux d'assumer ensuite, selon le mode qu'ils préfèrent le plus, les soins bucco-dentaires dont ils ont besoin. On n'a pas ce type de politique publique dans notre pays. On n'a pas de vision d'éducation à la santé qui soit systématique. Même quand vous le prenez du côté de l'éducation nationale, au fond, même s'il est indiqué que chaque projet d'établissement doit comporter un volet d'éducation à la santé, ça n'est fait que dans 50% des cas. Et quand vous allez vers les responsables du département ministériel pour tenter d'appréhender une analyse de cette politique consistant à rajouter un volet d'éducation à la santé au projet d'établissement, on ne trouve absolument rien. Il n'y a aucune évaluation économique des résultats de cette politique-là.
Au fond, ce qu'on arrive à connaître et à attraper le plus, c'est la fameuse semaine du goût à l'école, qui est entièrement subventionnée par l'industrie agroalimentaire et l'industrie sucrière. C'est quand même un paradoxe assez étonnant. Et puis, même si on veut regarder de la façon dont on s'y prend, on a un pôle national qui est l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais c'est au fond une armée mexicaine, il n'y a personne derrière, il n'y a pas de relais de territoire. Les agences régionales de santé ont mille peines à avoir dans leur projet régional de santé un volet prévention et santé publique. Donc on est quand même dans un gros déficit, même si de l'autre côté, chacun sait qu'on a plutôt bien réussi, encore que sur les politiques de vaccination ou de dépistage. Mais c'est difficile de vouloir passer une seconde couche de peinture de responsabilisation de l'individu si la première couche d'imprégnation n'est pas passée au titre de l'éducation à la santé. Le deuxième point, qui est un point qui probablement sera plus surprenant pour des économistes, c'est que dans un domaine qui est l'économie de la santé, il n'y a pas d'égale information des acteurs. Il n'y a pas de symétrie d'information des acteurs entre les producteurs de soins et les organisateurs de soins et ceux qui les utilisent. Et c'est assez étonnant, surtout comparativement à d'autres pays qui ont fait des efforts pour cela. Alors, on a un peu progressé en France du côté de l'offre hospitalière avec la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs qui ont été rendus publics dans un sabir à peu près incompréhensible sur un certain nombre de sites publics comme Platine ou des choses comme ça qui ne permettent pas aux gens du commun de savoir où est la meilleure offre et la mieux localisée. A succédé à ça un site public qui a été mis en œuvre par la Haute Autorité de Santé qui tente de résoudre un certain nombre des difficultés de lisibilité de ces critères d'appréciation de la qualité du système de santé. Mais là, c'est encore assez édulcoré. Au fond, les trois couleurs, c'est violet, parme et parme clair, ou rose. Le sens commun voudrait qu'on dise c'est jaune, c'est vert, c'est rouge ou c'est orange. Mais voilà, vouloir tout édulcorer comme ça, on a l'impression qu'au fond, on n'a pas envie de discuter de la qualité du système de santé. À côté de ça, l'offre ambulatoire n'est absolument pas mise de la même manière à l'accès du public pour mesurer sa qualité, pour l'entrevoir. Il n'y a absolument aucun indicateur de la qualité des soins. Vous trouvez d'ailleurs sur les portes des cabinets médicaux des choses que les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Ancien interne de la faculté de ceci ou cela, pour le grand public, ça ne veut strictement rien dire. Et ça n'est le gage d'aucune qualité ni de rien du tout. Je ne sais pas s'il faut réclamer que la norme ISO soit marquée sur la plaque du médecin, ce n'est pas le sujet, mais il n'y a aucune manière d'appréhender la qualité de l'offre ambulatoire. Et puis, quand on regarde l'offre médico-sociale, on a aussi beaucoup de mal à trouver des critères permettant de discriminer entre telle offre, par exemple dans l'accès à une maison de retraite ou à un EHPAD. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut comprendre le succès que remportent les magazines chaque année avec leur palmarès des hôpitaux. Et demain, nos concitoyens vont évidemment se ruer sur les palmarès des maisons de retraite parce que ça ne manquera pas d'arriver dans la presse grand public. Pour terminer sur ce point-là, sur l'asymétrie de l'information, il y a quelque chose qui est aussi extrêmement étonnant, c'est que la puissance publique elle-même refuse à la société civile d'accéder aux données publiques de santé. Le débat se déroule depuis plusieurs mois dans notre pays, de façon pas très publique, mais pour une part des acteurs qui sont dans la boucle, et j'en fais partie. On ne peut être que sidéré devant les refus d'accès aux données de santé qui sont opérés par les acteurs publics, comme si, au fond, on avait quelque chose à cacher. Alors, évidemment, ça a été mis en exergue avec l'affaire du Mediator, où, avec les demandes d'accès aux données, on s'est aperçu qu'au fond, tout le monde savait que ces prescriptions dérivaient depuis extrêmement longtemps, mais il y a d'autres sujets que le médicament, il y a des questions de santé publique sur lesquelles on n'obtient pas de réponse dans les demandes d'accès aux données de santé, et c'est évidemment un point extrêmement important. Mais ces deux éléments-là me paraissent extrêmement importants si on veut amener nos concitoyens en voie de responsabilisation sur la dépense de santé, sur les arbitrages en santé. On ne peut pas le faire dans un déficit d'information sur la qualité des biens de santé, sur leur prix, sur leur localisation. Et puis on ne peut pas se départir de l'idée qu'il faut quand même
un changement d'échelle dans l'éducation à la santé dans notre pays. Mon dernier groupe de remarques est un groupe de remarques plus conjoncturelles pour vous montrer comment, au fond, à force de renoncer sur le général, sur les grands équilibres, on prend des décisions sur le particulier, et des décisions qui sont extrêmement gênantes d'un point de vue éthique. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est quelque chose qui, là aussi, peut avoir un caractère extrêmement technique. C'est dans le projet de loi de finances, enfin dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il y a un article 39 qui n'a pas d'intérêt en soi comme ça, mais qui faisait en sorte qu'un certain nombre de personnes n'avaient plus accès à l'innovation thérapeutique au motif que, alors qu'elles se trouvaient dans un processus d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament, l'indication du nouveau traitement ne figurait pas dans l'indication initiale. Une fois de plus, l'affaire a en soi peu d'importance. Mais on en espérait 3 millions d'euros d'économies, je rappelle, 3 millions d'euros d'économies sur 175 milliards de dépenses remboursées. Et on est devant un sujet qui est quand même des pertes de chance, des mises en jeu de la vie d'un certain nombre de personnes parce qu'on refuse de leur donner accès à un traitement innovant qu'elles pouvaient légitimement solliciter. Donc la potentielle survie d'un certain nombre de personnes est engagée à force de ne pas traiter les grands équilibres. Évidemment, on a des approches extrêmement comptables, gratter 3 millions ici, gratter 300 millions là, gratter 2,5 ici, etc. Et à chaque fois, dans ces sujets-là, ce sont des sujets importants. Quand on rapporte ces 3 millions d'euros d'économies qui étaient faits sur l'accès à l'innovation, essentiellement dans les traitements du cancer ou dans les nouveaux traitements de l'hépatite qui viennent d'arriver, on ne peut pas s'empêcher de mettre en regard ces 3 millions d'économisés par rapport aux 40 milliards potentiels qui seraient économisés si on prenait simplement l'indicateur de 20% de soins inutiles que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a un vrai sujet de tension entre la dépense globale et les arbitrages qui sont faits sur un certain nombre de sujets plus limités. Ça n'est même pas de la médico-économie dont je parle, ça n'est même pas de l'administration économique. Sur ce sujet-là, qui était un sujet extrêmement important, qui était le fait de refuser à un certain nombre de patients l'accès à des médicaments de l'innovation, il n'y a eu ni débat, ni saisine du Conseil consultatif national d'éthique, ni consultation de la Haute Autorité de Santé, qui a découvert l'article 39 du projet de loi au même titre que les associations de patients. Le Haut Conseil pour l'avenir de la science maladie n'a pas été consulté. Enfin, tout le monde a été tenu à l'écart d'un arbitrage public qui consistait quand même à dire un certain nombre de patients n'auront pas accès à l'innovation parce qu'il faut faire des économies. C'était quand même une première dans notre pays. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est qu'on tente donc de rationner l'accès à l'innovation d'un côté, et de l'autre côté, on voit revenir le contrôle des populations, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement étonnant. Il y a un arrêté récent qui est paru en octobre 2013, pris après avis du Comité économique des produits de santé, qui a décidé que les personnes qui avaient un trouble de l'apnée du sommeil et qui utilisaient des appareils à pression positive continue ne seraient plus remboursées si elles n'utilisaient pas cet appareil. Alors, évidemment, tout ça paraît de bon sens. Le bon peuple dit « mais oui, mais c'est vrai, s'ils n'utilisent pas leur appareil, à quoi ça sert qu'on paye ?» Ça paraît évidemment marqué du... Mais ce n'est pas ça le sujet. S'ils n'utilisent pas leur appareil, c'est qu'il y a probablement une raison. Soit la prescription était mal adaptée, soit les conditions d'usage de cet appareil ne sont pas compatibles avec le mode de vie des personnes, soit l'appareil pose une difficulté pour ces personnes dans leur usage même, et il faut s'intéresser à l'action que l'on peut mettre en place en faveur des personnes qui sont inobservantes à la recommandation d'utilisation des appareils à pression positive qui leur a été faite, en leur disant comment est-ce qu'on peut, au fond, vous ramener sur un rail d'observance qui soit souhaitable à la fois pour vous et souhaitable aussi pour la dépense publique, parce que c'est vrai qu'il est inutile d'exposer des dépenses qui n'ont pas d'effet. C'est la première fois, me semble-t-il, qu'en France, on conditionnait le remboursement d'une prestation de santé à l'observance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu faire à part une mesure économique. Enfin, j'espère qu'on n'a pas voulu tester un nouveau schéma.
parce que sinon ça veut dire qu'on va délirer assez fort, parce qu'il va falloir aller regarder dans les analyses de sel si les médicaments ont été pris par un certain nombre de patients, si on veut aussi dérembourser l'usage d'un certain nombre de médicaments ou faire des prises de sang. Enfin, on voit bien qu'on est dans un mécanisme tout de même assez délirant. Ce qui me paraît significatif là-dedans, c'est qu'on décide que le déremboursement de l'appareil à pression positive continue sera fait par l'administration elle-même et pas par le médecin. C'est-à-dire qu'il y a une démédicalisation de l'arrêt de la prescription. Alors, les auteurs de l'arrêté disent « mais ça n'est pas très différent d'un traitement. Quand un traitement ne marche pas, on l'arrête. » Oui, mais d'abord, ce n'est pas l'administration qui l'arrête, c'est un médecin. Et deuxièmement, c'est souvent pour en prescrire un autre, en espérant qu'il marche, ou en tout cas pour trouver une solution alternative au traitement qui est en échec. Donc on voit bien, on a mis une puce électronique sur ces appareils à pression positive continue qui renvoie les données d'utilisation de l'appareil au jour par jour à un serveur central. Les chiffres d'utilisation sont recensés par l'assurance maladie et quand on atteint un seuil d'inutilisation suffisamment important, on déclenche l'interruption du remboursement. Donc on est dans une gestion complètement administrative ou économique de l'arrêt d'une prescription et plus du tout dans une gestion médicale. Donc une fois de plus, on est probablement là dans quelque chose qui a été testé pour des raisons purement comptables. Je n'ose pas imaginer qu'évidemment que c'est un schéma de généralisation qu'on est en train de nous proposer. Mais vous voyez bien qu'il soulève un certain nombre de questions. Pour finir ce petit propos introductif, il me semble donc qu'à chaque fois des questions éthiques se posent dans le rapport entre économie et santé, au moins dans deux termes qui me paraissent à moins importants, mais j'imagine que les travaux de la journée rajouteront à cette liste des deux points qui, à moi, me sont chers. C'est l'éthique de la discussion publique, qui me paraît aujourd'hui gravement endommagée à force de renoncement, notamment au titre du partage des évaluations et des études d'impact sur les mesures mises en place ou préconisées. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement décevant pour moi qui suis juriste par ailleurs, c'est que je vois bien que dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de l'urbanisme, on ne prend pas de décision publique sans étude d'impact. Et qu'ici, à chaque fois, que ce soit dans l'affaire de l'arrêté relative à la pression positive continue ou que ce soit dans l'affaire de l'article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur l'accès à l'innovation, il n'y a aucune étude d'impact. On fait ça uniquement pour des raisons comptables, mais vous savez très bien les uns et les autres que l'indicateur comptable a sa légitimité dans une étude d'impact, mais qui ne peut pas évidemment être le seul. Il y a d'autres considérations qui sont à prendre en compte. Le deuxième élément de réflexion auquel ça me pousse, c'est la question de l'éthique du soin. Parce que soigner, c'est aussi prendre soin des personnes, ce qui implique, de mon point de vue, que la décision médicale résulte de l'entretien de deux personnes. On a suffisamment, ici, à l'espace éthique, dit que la décision médicale résultait de la rencontre entre à la fois un professionnel de santé et un patient en vue d'un arbitrage entre ces deux personnes sur un choix pour estimer que le renoncement à cet arbitrage est grave d'un point de vue d'éthique. Donc c'est les deux éléments qui pour moi sont importants. C'est l'éthique de la discussion publique et puis au fond l'éthique du choix individuel sur une stratégie de santé, sur une stratégie thérapeutique ou interventionnelle. Voilà les éléments de réflexion très prosaïques que je voulais évoquer devant vous, sachant que le reste de la journée nous apportera évidemment des considérations à la fois éthiques, juridiques et économiques, dont j'ai compris que j'avais à charge, Paul Loup, de fabriquer quelque chose comme une synthèse en milieu d'après-midi. Merci.